Bon, mon sujet de thèse, bah, oui, mon sujet de thèse, il est sur l'habitat, comme Ingrid et Magali avaient parlé un peu. C'est sur l'habitat de Shanghai, mais la question, c'était pas seulement sur le type architectural, mais plutôt amener plein de des questions sociales, surtout se focaliser sur les espaces intermédiaires, on peut dire précisément entre les espaces entre la ville et le logement. Et là-dedans, il y a plein de questions et de développer sur l'évolution d'habitation architecturale et morphologique et aussi le changement de mode de vie en lien avec des types d'appartements et aussi de l'appropriation de ces espaces collectifs et aussi plus des questions sur l'organisation et la gestion sociale et aussi les relations comme les relations principales dans les résidences, c'est les relations de voisinage. Voilà, c'est juste, je fais un bref note sur ma thèse et comme notre sujet c'est sur la densité et donc je vous présenterai aujourd'hui c'est mon travail de thèse en lien avec la densité. Évidemment, oui, c'est toutes les questions à travers l'habitat de Shanghai. Et ça sera en deux parties. La première partie, c'est sur les principaux types d'habitation de Shanghai qui se constitue une évolution typologique et à travers ces trois types, j'espère qu'on peut observer et constater une variation sur la densité. C'est-à-dire réfléchir comment on définir une densité et quelles sont les mesures et comment une densité se présente devant nous ou comment nous, on le saisit, on l'aperçoit. Et la deuxième partie, ça sera, oui, sur la tour, on vise sur le quartier des tours d'habitation, ça sera mon site. Voilà. Et bon, c'est une image un peu générale, c'est pas pour vous raconter l'histoire de Shanghai ou un panorama de l'évolution de Shanghai, mais c'est juste comme un peu plus logique, on commence par la généralité sur Shanghai. Mais là, c'est peut-être les images sont intéressantes comme l'image d'inspiration sur Shanghai. Cette image est réalisée par les étudiants français pendant un workshop où on voit le fleuve qui reliait tous les éléments caractéristiques de Shanghai. Et bon, les mots-clés, je les noté ici, mais il y en a encore plein d'autres. Et là, c'est aussi un travail des étudiants. C'est qu'on avait demandé de faire le dérive dans la ville, et puis faire une présentation un peu comme performance artistique pour présenter leur impression sur la ville. Et on voit sur cette image, il sort aussi, avec l'image, il sort aussi les mots-clés. Il y a une grande densité. Et là, il y a une autre image ensemble. Une autre image, ça change l'ambiance. Parce que la première image, on voit les tours, les grandes tours, mais on peut imaginer que devant
les tours, on a un espace dégagé assez grand. Et là, on est entré dans les ruelles ou même dans les bâtiments, dans un lieu plus fermé, mais on ressentit quand même toujours la densité. Mais sauf la densité ici, pour les observateurs, ça se diminue. Donc, ça nous fait peut-être réfléchir cette différence dans un lieu ouvert, qu'on sent une grande densité urbaine, et quand on change l'endroit, on est dans un lieu plus fermé, et à une autre échelle, cette densité se diminue. Et on se pose la question, lequel en réalité, si on dit en réalité, lequel est plus dense, et comment mesurer ces densités, la variation de ces densités, et pourquoi, par exemple, il y a la forme spatiale, la largeur, l'ambiance, les activités ou l'aménagement avec les mobiliers ou d'autres. Voilà. Pour commencer, c'est juste les deux images. Je trouve que c'est intéressant. En plus, c'est fait par les étudiants. Ouais. Et là, pour Shanghai, pareillement, c'est pas pour, oui, comme j'avais dit, c'est pas pour vous raconter l'évolution de la ville, mais quand même certains éléments explicatifs comme le contexte urbain en lien avec l'habitat. Et on va, peut-être c'est très petit, les mots, les chiffres, il y a, c'est les plans sur les zones d'urbanisées de différentes époques. Le premier, c'est à peu près 1980. Et après, c'est 10 ans après, jusqu'en 2010. Et le premier plan, c'est en fait depuis début du XXe siècle, c'est presque tout le développement de l'urbanisation, c'est sur le centre, on peut dire le centre ancien. Et par rapport au deuxième plan en 1990, c'est pendant 10 ans, c'est presque plus de doubler, c'est presque tripler l'urbanisation. Mais ça montre quand même une centralité. Ça se concentre autour du centre. Et le troisième, le plan en bas à droite, c'est en 2000. On voit que même si la surface étalée, c'est pas beaucoup augmenté, mais on voit le maillage, c'est un réseau qui touche la totalité du territoire. Et le dernier, bon, encore pendant 10 ans, c'est explosé. Voilà, c'est un étalement urbain presque total sur tout le territoire. Alors, là, à ce moment-là, jusqu'en 2010, pour le terrain de construction, la surface de terrain de construction, c'est déjà touché le plafond planifié pour 2020. Donc, on peut dire en 2010, on a déjà utilisé tous les terrains constructibles pour jusqu'en 2020. Et
Là, c'est pour la population, sur la population, l'analyse sur la population, on voit que en fait, la dynamique et la vitalité d'une ville est grâce à la population, plutôt le mouvement de la population. Et la croissance, on voit ici, c'est à partir les années 90, sur le plan, c'est sur la couleur claire, parce que j'ai pas de flèche ici sur mon écran, j'ai pas la souris, donc je vous explique comme ça. Et là, les couleurs en clair, là on voit l'augmentation. Et ça correspond avec les plans précédents, c'est-à-dire l'extension urbanisée. Mais sur ce plan, sur le plan à gauche, plutôt à gauche, et il y a aussi une partie de l'augmentation très visible, mais ce n'était pas grâce en raison de migration ou le mouvement de la population. C'était à ce moment-là, l'État a redéfinir les zones d'administration, c'est-à-dire les deux côtés, les provinces à côté, les deux provinces à côté de Shanghai. On prend dans chaque province une partie de leur territoire à donner à Shanghai. C'est avec ça, la population devient shanghaïenne aussi. Donc, c'est bon, c'est un cas quand même un peu spécial. Lang, oui. Excusez-moi, qu'est-ce que veut dire immatriculé et non immatriculé? Sur le plan, oui, oui, c'est-à-dire sur le immatriculé, c'est-à-dire on a, je ne sais pas, comme tu connais un peu le chinois, je ne sais pas si tu connais le nom en chinois hukou. C'est un peu comme la pièce d'identité, mais c'est le registre c'est le registre familial en fait. Ouais. Et c'est-à-dire si on a ce registrement, on est vraiment shanghaïen. Si on non immatriculé, c'est-à-dire ce sont les migrants et ils peuvent travailler à Shanghai, ils peuvent habiter, loger à Shanghai, mais finalement, sur leur pièce d'identité, ce n'est pas shanghaïen. C'est la différence. Ouais. Merci. Là, c'est un peu sur la mobilité et les images en haut sont les années avant les années 50, c'est la première moitié du XXe siècle. On a les outils de déplacement, c'est plutôt pousse-pousse et le tramway. Et très peu de voitures et le vélo. Ouais. Et là en bas, ce sont la mobilité pendant les années, plutôt les années 50 jusqu'à les années 80. Et les principales outils sont le bus et le vélo. Et aussi la marche, bien sûr. Et là, c'est intéressant, pendant cette période, la marche et plus le vélo et plus le bus, ensemble, ça prend plus de 95% de mode de déplacement par rapport à la totalité. Donc, on dit aujourd'hui, dans les grandes métropoles, on promouve promouvoir
le transport en commun, le vélo, la marche pour des signes comme un mode de mobilité idéal ou plutôt mode actif. Mais à ce moment-là, on arrive déjà, mais sauf les contextes urbains sont différents. Et Lang, excuse-moi, tu dis que 95% des modes de déplacement sont de vélo, piéton plus bus. Tu parles de quelles années? Surtout pendant les années 1980. D'accord. Ouais. C'était à ce moment-là, on dit la Chine était le pays de vélo, il y a partout des vélos, oui, avec cette proportion et aussi c'est vraiment, si on regarde juste les chiffres, on peut dire les données comme ça, c'est idéal, c'est vraiment, ouais, mais il faut lier avec les contextes urbains, voilà. Et pourquoi c'est flou? C'est sur mon écran, c'est flou? Pardon. Bon, peut-être. Bon, je suis désolée, c'est flou cette image. Et ça, c'est après les années 90, avec l'arrivée du métro. Et là, le métro qu'on s'est développé au milieu. La vraie construction, ça commence au milieu des années 90, mais avant 2000, il n'y avait que 2 lignes. Et tout le déploiement, c'est après 2000, entre 2000 et 2010, c'est à peu près, on avait construit 400 km. Et maintenant, jusqu'à 2020, c'est plus de 800 km sur le réseau. Mais on va avec, bon, ce n'est pas un nouveau mode de déplacement, mais par rapport à l'ancien, c'est-à-dire avec l'arrivée de ce transport en commun en rail et le territoire, il y a aussi le territoire urbanisé, ça augmente avec les réseaux du métro. Alors, bon, c'était un peu de contexte sur l'ensemble de background, de contexte et on peut dire c'est fortement lié avec le déploiement de l'habitation. Et maintenant, on passe en première partie. Oui, c'est l'introduction est de long. Oui. On passe en première partie avec avec les 3 principaux d'habitation à Shanghai. Mais sur cette image, il y a plusieurs types d'architecture, mais sur l'habitat, on peut extraire les 3 types assez clairs au milieu de l'image avec les maisons collées avec les toitures rouges et aussi le mur en briques rouges. Et on l'appelle lilong en chinois. Et sur l'image en bas, les immeubles en barre avec normalement 6 à 8 étages, la toiture en gris sur l'image, juste en bas. Et ça, ce sont les... on l'appelle en chinois le Gongfang. Si on traduit, c'est plutôt le nouveau village d'ouvriers. Si pour vous faire référence, peut-être c'est la cité d'ouvriers ou la cité ouvrière en France. Mais c'est peut-être, c'est quand même pas tout à fait pareil. Bon, on va expliquer après. Et après les tours résidentielles.
Voilà. Et ces trois principaux types qui sont construits dans les différentes époques, mais sur le plan actuel, ils coexistent aujourd'hui et constituent une morphologie urbaine pour Shanghai contemporaine. Et là, vous voyez ici en haut du texte, c'est les noms des trois types, le Lilong, le Gongfang et le quartier de Tours, parce que j'ai défini ces noms comme la zone résidentielle, mais pas un seul bâtiment. Donc, par exemple, pour Lilong, là-dedans, il y a plusieurs maisons collectives. Ouais. Et sur chacun, par exemple, Lilong s'est construit plutôt pendant la période coloniale, oui, entre mi-19e siècle jusqu'au mi-20e siècle. Et pour le Gongfang, oui, si on traduit, c'est le nouveau village d'ouvriers, mais exactement, on peut dire c'est le logement public. C'est pas pareil que logement social. Ouais. Et pour le quartier des Tours, c'est à partir des années 90 jusqu'à maintenant. Et bon, la tendance se continue quand même. Et après le début du XXe siècle, ça devient le type dominant sur l'habitat de Shanghai. Et bon, ma thèse s'arrête jusqu'à 2010, mais pour les tours qu'on construit, essentiellement, on construit les tours quand même jusqu'à maintenant. Ouais. Et si on les met sur un fil du temps ou pour voir plus clairement une succession entre les types, et on peut dire le Lilong est davantage une transition entre l'habitat traditionnel, c'est-à-dire les maisons traditionnelles, et l'habitat moderne. Et le Gongfang, le nouveau village d'ouvriers, a fait une transition entre l'habitat moderne et contemporain. Et bon, le reste, c'est la tour qui continue jusqu'à maintenant, qui a une tendance de développement encore, au moins dans les proches figures. Ouais. Et bon, les textes, ce sont les questions que j'ai traitées dans ma thèse. Si ça vous intéresse, vous pouvez le lire, mais je ne vais pas le développer. Ouais. Alors, on va regarder un par un les types. Le premier, ce sera Lilong. Et sur la vue aérienne, on voit les maisons collées, les dispositions en rangée et avec une disposition très compacte. Il n'y a presque pas de distance entre les bâtiments. Et ce que j'ai pris en photo, c'est ce Lilong qui s'appelle la cité Bourgogne. La cité Bourgogne. La cité Bourgogne, c'est en fait c'est un promoteur français qui l'a construit. En 1930, vous voyez sur l'image en haut à droite, il y a son nom en chinois, en vertical, et après c'est la date de construction et aussi le nom en français, Cité Bourgogne. Ouais, c'est un peu petit, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Et bon, c'est avec le Lilong,
on commence, on dit c'est une transition entre traditionnel et moderne, parce que c'est à ce moment-là, on commence l'exploitation immobilière en Chine. Avant, il n'y en avait pas, ouais. Et la construction était on construit une maison pour une famille sur un lotissement. Mais après, avec l'immobilier, on exploité de nombreux de maisons pour plusieurs familles sur un terrain collectif. Voilà. Et aussi, à ce moment-là, c'est accompagner l'urbanisation de Shanghai moderne. Par exemple, pour ce long, pour la cité Bourgogne, les rues autour de cette cité sont construites jusqu'en 1930. Donc, c'est presque le même moment que la construction résidentielle. Et aussi, on a aménagé le transport en commun. Donc, il y en avait pas beaucoup, mais on a mis quand même une station à côté du site et aussi des équipements, même une bibliothèque. Et bon, c'est-à-dire pour développer une zone résidentielle, on aménage aussi les infrastructures, les équipements. Ouais. Et il y a par rapport, il y a aussi peut-être, c'est intéressant de vous dire, c'est aussi pendant cette période, une croissance de la population avec la masse de migration à Shanghai, avec plein de raisons, de multi-raisons, comme les guerres, comme le développement industriel à Shanghai. Donc, comme avec une masse de migration, on a besoin de beaucoup de logements. Et à ce moment-là aussi, on a eu la transformation de la structure de la famille, c'est-à-dire de la famille, une famille, grande famille traditionnelle, et a changé à une petite famille nucléaire. Donc, pour le logement, les besoins sont aussi différents. Et c'est pour ça on peut dire que les Lilong convient mieux à ces demandes et à ces besoins par rapport à la maison traditionnelle. Ouais. Et la taille est beaucoup réduite, beaucoup plus petite. Et aussi, on peut construire en grand nombre et avec une vitesse en même temps. Ouais. Et bon, imagine, sous ce genre de conditions, les promoteurs le saisissent comme une opportunité, une grande chance, et pour construire au maximum sur un terrain. C'est pour ça ce qu'on a vu sur la photo, c'est-à-dire le terrain est presque rempli avec la construction, pas de distance, et on peut voir sur les photos en bas à gauche, les deux images sont les ruelles entre les rangées des maisons. Il n'y a que 3 mètres ou maximum 3,50. Bon. Et aussi l'image à droite, ça montre le front urbain. Le front urbain, c'est-à-dire pour ce type de logement, c'est gardé quand même
comme le type traditionnel, on a le contact direct avec la ville, c'est-à-dire le front urbain. En bas, ce sont les commerces et en haut sont les logements. Ouais. Et le deuxième type, c'est le Gongfang, le nouveau village d'ouvriers. Et bon, c'est construit surtout pendant les années 1950 jusqu'à 1980. C'est une période de l'économie planifiée. Si vous connaissez un peu sur l'histoire de la Chine, oui, vous comprenez qu'est-ce que c'est l'économie planifiée. Ouais. Et, bon, c'est... on l'appelle Gongfang, en fait, la prononciation en chinois, la même prononciation, mais on a deux termes avec les deux sens différents. Le premier, c'est le logement d'ouvriers et le deuxième, c'est le logement public. C'est-à-dire, ces logements sont construits pour les ouvriers et la propriété appartient à l'État. C'est pour ça que c'est public. Et les habitants payent un petit loyer très bas, plutôt significatif. Ouais. Et à ce moment-là, on distribuait les logements. Il n'y a pas le marché immobilier, tout est public, donc on distribuait les logements. Et depuis les années 50, 1950, la stratégie du développement en Chine était l'industrie en priorité. Donc, c'est pour ça on avait le slogan la production en premier, la vie en secondaire. Donc, vous pouvez imaginer cette classe sociale, les ouvriers étaient privilégiés. Et donc, on a construit les logements principalement pour cette classe de population. Et les zones, on développe les zones industrielles autour du centre urbain et les zones résidentielles sont juste à côté les zones industrielles. C'est pour faciliter les gens à aller au travail. Bon, l'avantage ce type d'habitation peut créer une proximité entre le lieu de travail et le lieu d'habitation. C'est aussi aujourd'hui, on voudrait retrouver aussi dans toutes les villes, dans les grandes métropoles, mais à ce moment-là, mais c'est sous une condition quand même particulière. Et on regarde sur ces images par rapport à Lilong, entre les immeubles, il y a quand même des espaces dégagés et on peut planter des arbres. En fait, sur ce quartier, à l'origine, on a construit que sur 2 étages ou 3 étages. Mais la proportion et la distance entre les immeubles, c'est à peu près 12 ou 13 mètres. Et là, la proportion entre la hauteur du bâtiment et l'espace entre l'immeuble, ça arrive presque 1/2. Donc, c'est assez généreux
on peut dire c'est une densité assez faible. Mais pendant les années 80, on a fait la rénovation sur ce genre ce type de bâtiment. On ajoute sur chaque immeuble 2 ou 3 étages. Donc, le résultat, c'est ce que vous voyez sur l'image. Voilà. Bon, bien évidemment, la densité, ça change aussi. Ouais. Et on passe à la tour. Pardon, les surélévations dont vous parlez, est-ce que c'est les petites unités qu'on voit sur la photographie qui sont en violet, c'est ça? Les surélévations dont vous parlez, est-ce que c'est sur la droite de l'image qui est en haut à gauche, les volumes en violet, par exemple? C'est le violet. Non, c'est plutôt sur l'image à gauche, sur la vue, on peut voir sur la vue aérienne. Mais, ouais, mais il y a certaines, c'est ajouté un peu. Ah oui, pour moi, dans mon ordinateur, c'est la partie, je vois la couleur en gris. Ouais. Ouais. Okay. Mais c'est aussi ajouté comme ça, mais il y a plusieurs façons de transformation. Ça, c'est encore laissé visible. Et des fois, ce genre sur la couleur, comme tu as dit, en violet ou sur mon écran en gris, c'est plutôt la transformation individuelle. Et la transformation générale gérée par la municipalité, on ne se voit pas. C'est-à-dire, c'est sûr, on peut imaginer, par exemple, l'immeuble tout en bas, ce sont 4 étages, mais avant, c'était 2 étages. D'accord. Ouais. Et s'il y a eu des surélévations individuelles, c'est qu'on est passé de la propriété de l'État à une propriété privée à un moment donné? Non, c'est plutôt pendant la période, on peut dire 70-80, et à ce moment-là, il y avait vraiment, on peut dire, la pénurie de logement. Il manque énormément. Peut-être je peux vous donner un peu de chiffres. Jusqu'à 1980, la surface d'habitation par personne, il n'y avait que 4,4. Et en plus, c'est jusqu'en les années 1980, avant, pendant presque 30 ans, c'était pas bougé. Parce que jusqu'en 1950, c'était à peu près 4 mètres carrés par personne. Et donc, pendant 30 ans, c'était pas vraiment bougé. Et l'augmentation, ça arrive après les années 80. Jusqu'en 1990, c'était 6,6. Ça augmente déjà visiblement, mais c'est pas encore la vitesse après les années 90. Ouais. Oui, on passe à la tour d'habitation. Bon, ça, c'est avec, comme on avait dit tout à l'heure, le grand développement sur la ville, c'est-à-dire après les années 90, on construit des tours et ça modifiait aussi beaucoup sur la vie, la surface habitable par chacun. Ouais. C'est à ce moment-là on a eu la forte croissance économique. Mais bon, comme tout à l'heure qu'on avait aussi évoqué, il provoque aussi des problèmes
par exemple, la croissance démographique, le nombre de populations dépasse le plafond planifié pour 2020. Oui, déjà. Ouais. Et avec l'extension des zones urbanisées, la surface des zones bâties, qu'on avait dit tout à l'heure, approche le plafond et la surface des espaces écologiques recule. Par rapport à l'autre qui augmente là, ça recule, qui touche aussi la ligne rouge, parce qu'il faut qu'on garde la ligne rouge pour l'écologie et pour l'agriculture. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que on a plus de la population et moins de terrains constructibles. C'est comme peut-être comme tous les grands métropoles au monde, c'est une contradiction entre la croissance de la population continue sans cesse, et aussi l'autre côté, c'est la pénurie de ressources foncières. Donc, ça crée un défi direct à l'habitation. Donc, on peut dire, avec tous ces contextes, la tour résidentielle devient une réponse peut-être probablement plus appropriée. Donc, on construit un peu partout à Shanghai, au centre-ville, à la périphérie, même dans les villes nouvelles, avec une grande vitesse. Ouais. Et je reviendrai sur le quartier de Dour, ce quartier de Dour, après dans la deuxième partie. Oui, maintenant, on met les trois ensemble. Ces trois types, on va sur les plans aériens, on les met ensemble et je ne sais pas pour vous, comment vous apercevez la densité, ou vous pouvez lire la densité sur ces plans et le lien avec le sol, ou quelle différence. Et si on regarde... Ok, ouais. Si on regarde sur ces plans d'occupation du sol, peut-être c'est plus lisible, mais c'est un extrait sur une dimension. Ouais. Et on va dans le Lilong, les bâtiments sont très serrés et presque collés ensemble, même il y a des fentes entre les rangées des bâtiments. Et pour qu'on avait dit, il n'y a que 3 mètres ou 3,50 mètres de distance. Et pour le confort, l'image au milieu, c'est un peu dégagé, ça fait 12-13 mètres de distance. Et pour la tour, pour les tours, c'est minimum 50 mètres de distance. Si on va tout à droite, les tours, là, c'est plus de 100 mètres de distance entre les tours. J'ai mis là, c'est pas à l'échelle, parce que la taille du terrain, c'est pas pareil. Donc, j'ai pas mis à l'échelle, ça va être difficile de montrer. Mais juste pour vous sentir. Ouais. Et là, si on parle de la densité, peut-être ici, c'est la densité de construction. Évidemment en lien avec le sol. On peut dire pour Lilong, cette densité se présente 2 tiers. 2 tiers de surface au sol, et là,
pour Confang, c'est moitié, et pour la tour, c'est un tiers, même moins. Donc, si c'est juste sur ces plans-là, le nylon est plus dense, semble. Mais si on revient sur ces plans aériens, on voit les ombres. Donc c'est l'odeur qui compte. Et là, on a une autre critère, c'est le GOS, le coefficient d'occupation du sol. Là, pour le GOS, pour nylon, c'est 1,4 et pour c'est presque le moyen pour tous les nylons. Et pour le Confang, ici, sur ce quartier, c'est 2,6. Et pour la tour, c'est 3,3 en moyenne, ouais, sur ce quartier. Donc, si on voit le GOS, c'est la tour qui est plus élevée. Donc, c'est encore cette question, comment on mesurait la dimension et quels sont les critères. Voilà. Bon, ce sont les plans. C'était les plans sur une dimension, et si on va entrer dans une autre dimension à l'échelle humaine, dans les espaces collectifs, ça change aussi. Dans le nylon, la vie s'étend, il n'y a plus la lumière, la vie la vie s'étend dans l'espace collectif. Initialement, comme on avait dit, c'était juste pour la circulation, une fonction nécessaire pour se circuler, mais finalement, dans ces espaces, on cherche les vêtements, on pose les vélos, on met les pots de plantes, et des fois, vous voyez, il y a des chaises, des tortues, on fait la pause dans ces endroits, même les enfants qui peuvent jouer. Donc ça devient une extension des maisons, où on peut dire c'est une extension de la vie privée. Et pour Confang, pour le nouveau village d'ouvriers, cette extension ne passe pas au sol, mais en odeur. En haut, on peut dire la vie s'éteint par leurs fenêtres, et c'est une extension en air. Et par contre, pour la tour, on voit quasiment rien sur leur vie privée. Il y a très peu. Sur cette photo, j'ai pris, il y a un petit peu qui dépasse, mais en général, on ne voit rien de cet dépassement de la limite entre privé et public. Et là, leur vie dans les tours, on sentit que leur vie privée, c'est vraiment masqué à l'intérieur de leur logement. Mais en bas, on voit la vie avec cette verdure au sol, au pied des immeubles. Il y a des grands jardins, mais presque plutôt des parcs, mais pas vraiment des usages. Là, on va parler tout à l'heure.
bon, ces photos, c'est aussi pour montrer les différentes ambiances sur les différents types, sur le rapport avec la ville. Pour les longs, on a le contact direct avec les commerces en bas. On donne l'ouverture directement sur la rue piétonne. Et pour confort, on a cette limite avec le chemin piéton et aussi de la verdure. Mais pour la tour, on met l'écran beige comme un écran et aussi la grille en fer complètement. Ouais. Et là, bon, c'est le rapport avec la ville, c'est aussi reflète une sorte de densité. Voilà. Et pourquoi c'est blanc? Bon, on revient sur ces images en haut. Ce sont les images sur les vues aériennes. On voit les dispositions et aussi les perceptions des espaces verts. Et enfin, ce sont à l'échelle humaine avec les espaces à partager, les espaces collectifs. Mais ici, peut-être, c'est intéressant de vous faire regarder les façades sur chaque type d'immeuble. Bon, façade ou la porte, ou on peut dire les trous. les trous. Et pour les longs, il y a très peu pour confort. Et jusqu'en tour, il y a milliers de trous, milliers de fenêtres. Et c'est une remarque sur la densité aussi. Mais si on imagine derrière ces façades, j'imagine leur vie dans le logement ou dans l'appartement et combien de personnes occupent un logement où chacun prend combien de surface. Là, à Lyon, jusqu'en 2008, c'est 9 mètres carrés par personne. C'est jusqu'en 2008. Avant, c'était encore moins. Et pour ces tours, je n'ai pas les chiffres moyennes, mais en moyenne, l'appartement, c'est 120 mètres carrés pour une famille nucléaire de 3 personnes. Et j'imagine la différence pour la surface habitable. Alors, si avec ces deux façons, à l'échelle de l'immeuble, on voit les trous, et à l'échelle de l'appartement par surface habitable, on peut dire c'est plutôt une densité sur la vie, mais ça apporte des résultats opposés. Ouais. Alors, on arrive à la deuxième partie. Il est déjà tard. Il faut que je accélère un peu. Oui, c'est la deuxième partie, c'est sur la tour. Bon, cette image, ça fait milliers de fenêtres. Je ne sais pas si ça vous fait quelle impression, mais cette image sur un parc, c'est dans le même quartier d'habitation. Vous pouvez imaginer, si je mets les deux images ensemble, comment ils peuvent associer ensemble. Et voilà, c'est une vue comme ça, la jungle de végétation au sol, horizontale, et la jungle
de tours en vertical. Et pendant un atelier, j'avais un atelier avec les étudiants, je leur demandais de faire un exercice d'exprimer leur première impression sur ce quartier. Et je peux peut-être vous lire un peu des extraits, mais comme le temps, je ne vais pas vous lire tout, peut-être comme la répétition des fenêtres ou la verticalité, vous voyez sur l'image. Donc, je peux vous lire peut-être juste par rapport à cette verdure qu'on n'avait pas imaginé avant d'entrer dans les tours. Ouais. Et alors, bon, mon regard s'est posé sur un filtre végétal qui me séparait des gratte-ciels. Lors de la visite de ce site, je me suis rendu compte de la masse végétale qui semblait toujours présente au-dessus de moi. Et ensuite, je continue mon avancement progressif vers l'intérieur du bloc. Tout devient vert. Avec la canopée des arbres, je ne vois plus le haut de l'immeuble ni les voitures d'ailleurs. Me voilà maintenant dans les espaces piétons. Je commence à suivre le chemin qui arpente les espaces plantés. Il s'agit d'un endroit entretenu, pensé, très calme aussi. Je me dis que les habitants doivent apprécier ce refuge face à l'agitation de la métropole. Mais où sont-ils? Il est samedi. Bon, je ne vais pas lire tout, c'est juste pour vous donner un peu, c'est les impressions des étudiants français avec leur première visite sur le site. C'est intéressant de partager. Ouais. Et bon, ils ont remarqué aussi, c'est dans cette grande surface verte, et il y a très peu de personnes, très peu d'activités, quasiment personne, mais comme tout à l'heure, qu'on avait dit à Linon, même des petits espaces sur mesure, juste pour la circulation, ça devient un espace qui est très dynamique. Donc, par rapport à ça, qu'on réfléchit aussi une autre dimension sur la densité, peut-être sur l'occupation ou la densité d'appropriation des espaces. Ouais. Et là, ouais, les notes, si ça vous intéresse, vous pouvez le lire, c'est par rapport à ma thèse. Mais ce quartier, oui, je vous donne quand même quelques informations. Il s'appelle le quartier Les Deux Méandres par rapport à son nom en chinois, mais c'est parce qu'il est au bord de la rivière Suzhou. Exactement sur les deux méandres. Et jusqu'à la fin du XXe siècle, c'était un bidonville le plus grand de Shanghai. Et donc, c'était une grande difficulté de le transformer pour la municipalité. Et donc, ce projet, quand il a fait, c'était un grand retentissement à l'époque. Et la construction commence
1999, mais le projet est conçu presque pendant 10 ans, depuis 1996 jusqu'à 2006, c'est-à-dire de projet jusqu'à la dernière construction, la livraison. Ouais. Et cette période, c'est aussi très spécial, c'est le début de la période du déploiement de tours d'habitation. Ça touche vraiment le début de cette période prospérité. Ouais. Et c'est aussi la fin de l'ancien système, c'est-à-dire la distribution des logements publics, ça a mis à la fin complètement. Parce que à partir des années 80, on commence de faire la transition du public au privé, et maintenant on met la fin de distribution des logements, c'est-à-dire on donne une force totale sur le marché immobilier. Et bon, c'est un peu le contexte pour le déploiement des tours d'habitation. Et sur ce site, on va, c'est exactement sur la rivière de Suzhou qui passe au sud du site. Et c'est pour ça que ça donne son nom, les deux méandres. Et je vous donne par les chiffres pour connaître ce site, le terrain, la surface du terrain, presque 50 hectares, et la surface de construction sur tous les étages, c'est en total, c'est 1,6 million de mètres carrés, et il y a presque 100 immeubles, 96, et chaque tour compte une trentaine d'étages, et avec 120 logements dans chaque tour. Donc, c'est pour ça vous voyez ces grands et vastes terrains, et ces bidonvilles, c'est pour ça que ça donne une vraie difficulté pour la municipalité. Et après la rénovation, ça devient un des quartiers les plus vastes dans le centre de Shanghai. Et le coefficient d'occupation du sol qu'on avait dit, c'était 3,3 moyenne. Et pour aujourd'hui, peut-être c'est le moyenne, c'est pas tellement élevé, mais à l'époque, c'était très élevé. Parce qu'en moyenne, à l'époque, c'était 2,5, même pour les tours. Et surtout, il est construit au bord de la rivière de Suzhou. Donc, après sa construction, la municipalité a rendu compte que cette densité est trop élevée et qui endommage le paysage de la rivière déjà. Donc, après, c'est interdit de construire aussi dense au bord de la rivière. Ouais. Sur les deux côtés des rivières, pareil, on ne peut plus construire avec autant de la densité. Ouais. Et bon, je passe sur les plans de localisation et le plan écologique. Ça, vous pouvez voir l'inscription de ce site dans le réseau urbain. Il a une localisation très privilégiée dans la ville, avec 4 lignes de métro. La ligne en rouge et la ligne en pointillé, rouge en pointillé, c'était le train.
et la gare centrale est juste à l'est. Oui, c'est ça. Mais au moins, il se trouve au centre et à côté, oui, il y a un réseau de voiries et aussi la ligne jaune, c'est le viaduc interne. Et il est très bien desservi et sur le plan à droite, il est très bien s'inscrit aussi dans un réseau écologique avec la rivière de Suzhou. Il a un littoral de 2 kilomètres et bon, en face de la rivière, il y a un grand parc public. Ça, c'est public. Et 8,6 hectares, c'est quand même immense, avec tout l'aménagement au bord de la rivière, très paysager, avec les promenades. Ouais. Et c'est juste à côté du M50. Peut-être certaines, chaque fois quand les étudiants qui arrivent à Shanghai, ils connaissent M50, ils vont visiter. Alors, c'est juste à côté, c'est à l'est du site, sur, au coin de méandre. Ouais. Et pareil, à l'intérieur du site, le site bénéficie aussi immense espace vert, comme on avait dit tout à l'heure, mais le coefficient de surface vert en moyenne, c'est 45%. Et si c'est dans la partie dans la partie l'Est, ça arrive à 63. C'est très, très élevé. Ça n'existe pas dans l'autre site. Et à Shanghai, moyenne, c'est entre 30 et 40. Ouais. Et voilà, vous voyez la rivière, le parc devant, c'est comme les tours plantées sur une nappe naturelle. Voilà. Et c'est à l'intérieur du site, dans le parc, où on a tout l'autre ambiance par rapport à la tour. C'est comme les étudiants ont remarqué, c'est bien pensé, paisible, c'est calme. Voilà, ça. C'est au pied de l'immeuble. Donc, le traitement de ces espaces, c'est tellement raffiné, pensé du centre de parc jusqu'au pied de l'immeuble. Tout est aménagé. Et voilà, c'est le parc central, mais pas grand monde, mais quasiment pas de monde. Et une vue en haut. Une vue en haut et on va, c'est comme un design. Et bon, ici on va, ce qu'on n'avait pas parlé, c'est l'équipement. Dans ce quartier, il y a des équipements assez complets, on peut dire. Tout autour, il y a des écoles, des marchés, et à l'intérieur, il y a aussi des écoles, des crèches, et aussi comme les terrains de tennis, des terrains de basketball, même les piscines couvertes et ouvertes, les gymnastiques. Ouais. Donc, à l'époque, autour de l'an 2000, c'est aussi complet, c'est quand même assez rare. Aujourd'hui, oui, c'est normal, mais à ce moment-là, c'est quand même très bien pensé. Et
sauf le parking. Le parking, on n'a pas prévu suffisamment. C'était, à ce moment-là, c'était 1 sur 4 appartements. Et aujourd'hui, ça devient un grand problème. Vous voyez là déjà les voitures ouais, un peu partout, sauf les espaces centrales. Voilà, le parking, il y a le sous-sol, le parking sous-sol, mais c'est déjà rempli. Donc, on cherche avec tous les moyens les stationnements au sol. Là, c'est le rapport, tout à l'heure qu'on avait vu sur l'autre côté, cette ceinture du quartier, c'est la face avec le rapport avec la ville. C'est aussi un contraste avec les espaces construits à l'intérieur. Bon, enfin, on est à la fin. J'espère avec cette présentation, vous pouvez, je vous montre quand même à travers cette présentation, vous pouvez sentir un peu la densité sur Shanghai et aussi ces variations en lien avec l'habitat, et ça vous permettre de réfléchir de votre façon comment définir la densité et quels sont les critères, les mesures, les différentes dimensions. Et puis, à partir de ça, pour réfléchir comment on peut mieux vivre avec cette densité inévitable, et quelles sont les appropriations des espaces, par exemple, et ou les usages, les occupations et même les aménagements des espaces, et aussi sur l'organisation et la gestion. C'est plutôt le côté social, je n'ai pas développé ici. Mais aussi de mettre cette densité résidentielle à l'échelle urbaine, à l'échelle de la ville, et comment s'inscrire cette densité dans la ville et comment on peut la diluer la densité avec cette échelle plus grande. Voilà, c'est tout. Merci. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Lang. C'était génial. Votre présentation très claire et très enrichissante. J'ai une question de précision sur le sol au sein du quartier des Deux Méandres. Est-ce que ça fonctionne en copropriété pour chacune des tours et le sol appartient à la copropriété? Est-ce que c'est un parc public? Parce qu'on voit qu'il y a ces systèmes de grilles, donc j'imagine que c'est privé au sol et que c'est fermé. Est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce que c'est résidentialisé comme le terme qui est consacré en France, où on ferme l'espace privé et il n'est plus accessible à tous? Comment est-ce que ça fonctionne du point de vue de la propriété du sol dans ce quartier? Oui, c'est vrai, c'est une question vraiment importante parce que j'ai pris une grande partie dans ma thèse pour traiter cette question. Et en fait, là, pour ce qu'on a vu, les espaces entre les tours sont fermés. La propriété appartient aux propriétaires. Ouais. On peut dire c'est privé. C'est privé, mais c'est partagé, c'est copropriété entre les propriétaires. C'est ça, aujourd'hui, on ne dit plus
ans avant ou même 5 ans avant qu'on avait beaucoup parlé de ça, de mettre ce problème en question, c'est-à-dire est-ce que cette limite qu'est-ce que cette limite s'apporte aux habitants et à la ville et l'autre population de la ville? Ouais, ça crée vraiment un problème social et spatial, pas que spatial, mais vraiment social. Ouais. Et aussi, parce que vous voyez, la fermeture est sur l'ensemble du quartier, et ce quartier est immense. Quand on voudrait traverser, et il faut faire le grand détour, prendre des kilomètres pour traverser. Ouais. Sauf on est les habitants là-dedans, où on est les gens qui connaissent un peu sur ce quartier. Il y a des ouvertures juste pour les piétons et les deux roues. Ouais. Ouais. Et oui, il y a un grand discussion sur l'ouverture de ces espaces collectifs, parce que dans ma thèse, j'avais analysé aussi par rapport à la surface verte à l'échelle de la métropole. Donc, à l'échelle de la métropole, on dit qu'on touche la ligne rouge sur la surface écologique, mais tous ces espaces verts ne sont pas comptés là-dedans. Et si on donne l'ouverture, c'est un grand chiffre pour les espaces verts. Ouais. Mais maintenant, c'est encore fermé. Bon, après le Covid, on n'en parle plus parce que je pense que c'est pour la raison de la gestion. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace. Ouais. Si on a la crise. Ouais. Ouais. Moi, j'avais une question. Donc, tu as assez bien expliqué les différences d'échelle, de densité des trois typologies que tu présentes. Et tu as aussi exprimé des différences nettes d'extension de l'espace privé en extérieur. Est-ce que du coup, il y a des utilisations un peu sauvages, privatives de ces espaces communs, des tours que tu as repérés qui sont issus d'une culture de l'usage de l'espace public? Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pris en compte maintenant dans des nouvelles conceptions de tours, par exemple? Oui, oui, c'est vrai, là, c'est la question cachée, mais c'est vrai sur la gestion des nouveaux quartiers de Tours. Clairement, on est entre privé et public, c'est très distingué. On ne peut pas franchir la limite comme dans la Lilon. En général, c'est interdit. Mais il y a quand même on trouve dans les endroits plus en nombre, ça existe quand même, mais très peu. Là, par exemple, dans ce quartier, ce qu'on avait vu, c'est des parties communes au pied des immeubles. Ce sont les parties communes transversales, mais les gens posent leurs vêtements ou leur canapé, mais c'est plutôt les canapés que les autres habitants ont abandonnés. C'est-à-dire, ces personnes
probablement, ce sont les personnes qui ne sont pas ce ne sont pas les propriétaires, ça c'est sûr, mais pas les résidents normaux. Ils prennent leur, ils travaillent là-dedans et la société de gestion, en revanche, leur permettait d'habiter là-dedans dans certaines pièces communes, mais personne ne l'utilise. Et encore pour ce quartier, mais peut-être c'est aussi une question par rapport à la typologie. Ça, c'est une exception. Donc, pour les résidents ou pour les propriétaires, je pense que cette question, c'est lié aussi avec le type de logement. C'est-à-dire, pour les Lilong, il y a très peu d'espace. On peut habiter déjà, donc il manque des espaces. Et ici, il ne manque pas des espaces. En plus, sur la typologie, avant, on n'avait pas les balcons, on n'avait pas assez des espaces comme salon. La vie organisée dans la pièce, donc c'est se loger, c'est-à-dire pour un endroit de dormir. Mais ici, avec le type, c'est tout à fait changé, c'est-à-dire on a les petites chambres. Avant, les chambres sont grandes parce qu'on en avait besoin. Et là, maintenant, les chambres sont petites et le salon est grand. Et aussi, presque sur tous les types de logements, on a 2 balcons. Des fois, il y en a 3. Le balcon comme l'extension du salon et le balcon pour sécher les vêtements, le balcon lié avec la cuisine. Donc, tout, on a déjà pensé à l'intérieur de l'appartement. Et pour ces personnes, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de chercher l'extension vers l'extérieur. Du coup, tu dis que il y a des vraies différences de mètres carrés par famille qui sont, par exemple, quantifiables ou combien il y a par famille dans un Lilong, combien il y a par famille dans un Gongfang et ça, c'est quelque chose qu'on connaît ou... Pour la cité Bourgogne, oui, c'est pas. J'ai pris. Il y a des chercheurs qui ont fait l'étude profondément sur ce quartier. Donc, pour la cité Bourgogne, c'était 9 mètres carrés par personne. C'était le chiffre en 2008. Ouais. Mais pour ce quartier, j'avais dit, c'était, j'estime en général, parce que sur ce quartier, oui, je ne vais pas parler sur la composition de la population. Il y a une vraie mixité dans ce quartier parce que c'est immense et il y a beaucoup de variations sur le type de logement, de 50 mètres carrés jusqu'à presque 300 000 mètres carrés. Donc, il y a une vraie variation et c'est pour ça que ça compose aussi une mixité socio-économique, on peut dire. Et encore, si on touche la question sociale, il y a aussi certains logements, mais maintenant c'est interdit. Au début, il y avait certains logements, il y a le problème de sous-location. Ouais, c'est donc là, les conditions ne sont pas pareilles. On peut diviser un appartement de 200 mètres en 10 pièces ou même 15 pièces
Mais de l'autre côté, il y a des familles qui occupent 2 grands appartements qui comptent à peu près 500 mètres carrés avec juste une famille. Ouais. Donc, c'est vraiment très varié. Ouais. Moi, j'avais visité des tours à Pékin et sur un même palier, tu avais les grands-parents et les parents sur 2 appartements séparés, mais du coup, le palier devenait l'extension de l'espace privé puisque c'était entre les deux cellules d'une même famille. Donc, les paliers étaient hyper vivants, il y avait plein de choses, des chaussures, des plantes, c'était, je ne sais pas si... mais j'étais dans une tour de propriétaires, je crois. Pas des locataires. Oui, en fait, au début, je pense qu'avant l'an 2010, dans certains quartiers, c'est encore permis. Mais après, selon la gestion, c'est beaucoup plus stricte, toujours avec la raison contre l'incendie. Donc, on interdit les gens de mettre leurs affaires privées dans les lieux communs. Ouais. Et je crois que les étudiants avaient quelques questions à te poser. Je ne sais pas si vous allez poser toutes les questions puisque elles étaient très liées à la thèse de fin de langue que vous avez parcourue, mais peut-être que ça vaut le coup quand même de les poser. Qui est-ce qui s'y met? Bonjour. Moi, j'aurais peut-être une question qui est liée un peu au mode de communication. Vous avez parlé dans votre thèse d'une façon un peu prospective du mode de communication. Et j'avais une question par rapport à ça. Et du coup, est-ce que vous pensez que l'environnement virtuel pourrait constituer une nouvelle définition du voisinage? Et qu'en pensez-vous du métaverse? Je ne sais pas si vous connaissez. Un peu plus, plus lentement pour que je comprenne pardon. la question. Ouais. Donc, pensez-vous que l'environnement virtuel pourrait constituer une nouvelle définition du voisinage? Et qu'en pensez-vous du métaverse? Métaverse. Je peux peut-être développer. Donc, métaverse, enfin, récemment, il y a la société de Facebook qui a changé de nom à Meta. Et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est développer des environnements virtuels où on peut se rencontrer. Voilà, c'est ça. Et je voulais savoir ce que vous en pensez parce que vous en parlez dans votre thèse. Et voilà. Et pour compléter peut-être, donc les métaverses vont véritablement composer un nouvel espace, puisqu'on ne va pas seulement se retrouver sur le téléphone comme on peut le faire avec WeChat, les messageries d'Instagram, Messenger ou autres, mais en réalité virtuelle. Donc, c'est-à-dire avec le casque et véritablement être ensemble dans un nouvel espace qui n'est pas un espace physique, mais qui est un espace virtuel. Et pour élargir peut-être la question, est-ce que vous avez observé puisque c'était quand vous avez fait votre thèse, c'était le moment où les réseaux sociaux émergeaient, peut-être des bouleversements dans les pratiques des espaces extérieurs, parce que c'est ça qui vous intéressait, les étudiants, c'est ça, c'est la manière dont les espaces intermédiaires sont appropriés et le lieu d'interaction sociale. Et qu'est-ce que ces nouveaux modes de communication ont pu bouleverser dans la manière d'occuper l'espace ou de ne pas l'occuper d'ailleurs. Oui, d'abord, c'est pour l'aménagement spatial en lien avec le voisinage. Oui, c'est aussi étonnant. Pour Lyon, on n'a pas
d'espace, mais on se communique dans les mini-espaces. Et pour ce quartier de Tours, et ça crée une distance entre les voisins. Et peut-être en lien avec les espaces, j'avais peut-être dans ma thèse avoir des conclusions. C'était une fois, c'est avec la taille spatiale. C'est-à-dire si on est dans un espace avec la bonne proportion des espaces, ça nous stabilise d'être là. Et aussi pour le grand espace, par rapport aux grands espaces, les petits espaces, ça nous crée plus de possibilités de se croiser. Et dans les tours, j'ai intervenu les habitants aussi, parce qu'il y a quand même des espaces qu'on peut se croiser dans l'ascenseur, à l'entrée de l'immeuble. À l'entrée de l'immeuble, je ne vais pas vous montrer ici les images de l'entrée de l'immeuble. Pour la plupart de l'entrée, c'est spacieux, c'est même luxueux. C'est l'odeur de 2 étages, 5 ou 6 mètres de hauteur. Et c'est bien aménagé et très souvent, il y a un gardien, c'est pas un gardien, oui, c'est un gardien qui est là-dedans en permanent. Ouais. Mais il y a très peu les gens qui s'arrêtent parce que les gens prennent l'ascenseur directement au sous-sol et aller au travail. Pour le retour, pareil. Donc, même si ce genre de petits espaces communs, il n'y a pas de traversants. Ouais. Et aussi, l'autre raison, c'est aussi en lien avec ce statut de public ou privé ou collectif. C'est pas privé, mais public ou collectif. On avait observé dans ces espaces, au milieu des tours, c'est très bien aménagé, mais il n'y a personne. Mais juste à côté du site, il y a une petite place, mais c'est en dehors de la limite, de la ceinture du site. Et chaque jour, les habitants se réunissent là. Donc, c'est le sens d'une ouverture et aussi d'un statut public. Et pareil, dans le parc en face du site, tout à l'heure, j'avais vous montré sur les plans. En face de la rivière, il y a un grand parc public qui fait 8,6 hectares. Donc, c'est bien plus grand que le parc au milieu des tours. Et là, les habitants m'ont dit qu'il ne va pas se promener au pied des tours, mais plutôt dans ce parc pendant le week-end. Ouais, c'est... Une fois, il cherche un peu la distance. Une fois, il cherche ce sens public. Parce qu'ils ont dit, s'ils promènent au pied de l'immeuble, c'est comme on n'a pas encore promené. C'est encore chez moi. C'est encore chez moi. Ouais. Et si on traverse la rivière, aller dans un autre endroit, c'est un parc. Ouais. Donc, il y a des nuances, c'est pas que la taille, les formes spatiales, mais aussi c'est d'autres aspects. Ouais.
qui fait que les habitants choisissent quels endroits comme leur lieu des activités. Ouais. Et pour l'autre question, oui, c'est intéressant, c'est à la fin de ma thèse, je me suis rendu compte qu'il y a un autre élément qui est important. Pour l'époque de Lilong ou pour l'époque de Confang, on n'a pas l'ordinateur et pas des portables non plus, même si aujourd'hui on en a, ça change. Mais les résidents, quand ils habitent ici depuis longtemps, ils ont une habitude parce que le voisinage ne se crée pas tout d'un coup, ne se crée pas seulement en raison de lieu d'habitation, qu'on est proche, qu'on est voisin, mais c'est aussi lié avec leur contact, leur rencontre, et c'est une habitude depuis longtemps. Ouais. Et pour les tours, comme ils viennent après le début du XXe siècle, on a d'autres modes de communication et aussi qu'on a comment dire, pour les relations sociales, c'est aussi très varié. Avant, avec la limite de déplacement, pour aller plus loin, les voisins sont très proches. Mais maintenant, ce n'est plus le problème. Et pour le travail et pour les activités, vous voyez, le réseau du métro, ça permettait d'aller très vite dans un autre endroit. On fait d'autres rencontres. Et le portable aussi. Et par exemple, en Chine, c'est le WeChat et en France, c'est... je ne sais plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Je ne sais plus. Ouais, bon, c'est l'application de communication sociale et c'est... en Chine, je pense qu'en France, c'est beaucoup moins, mais en Chine, ce moyen de communication touche pas seulement la vie privée, aussi la vie professionnelle. Donc, on dépend tout ce moyen. Ouais. Il y a des personnes qui doivent laisser le téléphone ouvert en permanence, 24 heures sur 24. Ouais. Donc, c'est pareil si on va aujourd'hui avec le Covid, on doit rester à la maison pour travailler, on travaille à distance, c'est bien, mais aussi peut-être ça prolonge le temps de travail. Ouais. Et pour les quartiers, la communication, oui, on revient là. Aujourd'hui, pour la gestion des quartiers, la société de gestion va créer des groupes de communication sur le WeChat. Et pareil pour la gestion. Par exemple, si chez quelqu'un, il y a quelque chose en panne, il faut faire des travaux, il faut demander quelqu'un qui vienne à la maison pour faire des travaux, et on demande dans ce réseau, dans le groupe de la gestion. Ouais. Et si, par exemple, je ne sais pas si dans ma thèse, vous avez lu, il y a aussi ce rôle de comité des résidents. C'est plutôt le rôle public qui est plus proche aux habitants. Ils peuvent distribuer des informations plus officielles dans le groupe. Et à part de ça, on peut créer beaucoup de petits groupes entre les voisins, ouais, entre les résidents.
mais sur les différents thèmes. Il y a des jeunes mamans qui ne savent pas comment occuper un enfant ou qui se donnent rendez-vous pour promener les enfants et ils créent un groupe. Et pour les personnes âgées, ils peuvent voyager ensemble dans un village à côté de Shanghai, ils créent un groupe où ils peuvent créer un groupe pour faire la photographie. Ou pour la chante, pour la danse, ouais, ils créent des petits groupes, des activités, des échanges comme ça. Ouais. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, le nouveau métaverse. Métaverse, non, c'est pas encore, ouais, mais plutôt j'avais estimé comment dire, profiter cet grand espace vert au pied des immeubles, le parc, il n'utilise pas, il ne va pas sur place physiquement, mais il regarde par la vue, par la fenêtre. C'est ça, comme la photo que je vous ai montrée, c'est ça peut-être que je reviens, c'est ça l'image qu'ils s'intéressent peut-être, c'est la vue par la fenêtre, juste, et l'autre, voilà, c'est, il cherche l'autre, l'appropriation de lieu. Des espaces. Ouais. Bon, merci beaucoup, vraiment, Lang. Merci de ton temps. On est ravis d'avoir voyagé un peu avec toi en Chine virtuellement. On en a besoin en ce moment. Oui, c'est vrai. Oui, on attend l'ouverture de la frontière parce que ça fait 2 ans pour moi qui n'étais pas allée en France et surtout cette année, même difficile de communiquer en français. Donc, je m'excuse pour mon français qui maintenant est assez limité, pas suffisante. Ouais. Manque de pratique. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, pour moi, c'est le plaisir de faire ce partage. J'espère, très prochainement, on peut se voir sur le site ou se communiquer en direct en France ou en Chine. Ouais. Avec plaisir. Magali, tu avais autre chose à ajouter ? Non, je pense pas. Je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, les étudiants, Ingrid, ce serait bien sans doute qu'on étudie le même site que Fan Lang pour l'intensif. Comme ça, elle pourra notamment vous aider pour obtenir d'autres informations où elles sont déjà dans sa thèse de doctorat, plutôt que de chercher un autre site. Qu'est-ce que tu en penses, Ingrid ? Oui, très bien. Ce qu'il faut, c'est quand même des plans de rez-de-chaussée, des plans d'étage courant pour évaluer faire des analyses et pour évaluer la densité. Moi, ce que j'ai trouvé de mon côté, donc en cherchant des images du quartier sur Internet, c'est plutôt des sites d'agences immobilières qui vendent des appartements ou qui les louent, donc où on voit l'organisation des cellules finalement. Donc ça, les étudiants, c'est sans doute déjà une bonne entrée. Si vous mettez donc le nom anglais Brilliant City sur Google, vous allez tomber sur des agences immobilières qui vous montrent les vues aussi. Ça, c'est aussi super, les vues depuis les appartements et l'organisation de la cellule en elle-même. Après, c'est vrai qu'il nous manquerait ces fameux grands halls dont vous avez parlé. On aimerait bien les voir représentés en plan, etc. Bon, pour ça, on va regarder ce qu'on trouve. Et puis, vous communiquer ces informations aussi. Je pense que ça vous intéressera. Si on a des choses inédites, je ne sais pas si on a des choses inédites, mais on verra. On vous fera un retour aussi du travail des étudiants, peut-être au cours du semestre. Ingrid, je ne sais pas ce que tu en penses, ou à la fin, au mois de mai, quand le travail sera fini.
Merci beaucoup, merci infiniment. Et puis, on espère à très vite pour de vrai. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.